Bine-ați venit la Montréal, bienvenue à Montréal, au Salon de Livre, édition 2024. Alors, nous avons donc le plaisir de rencontrer, sur l'invitation de la coopération internationale à l'Institut culturel roumain de Bucarest, en coopération avec l'Institut stratégique Roumanie-Canada. Et nous souhaitons dire bonjour à Sylvain Gaynard, qui a écrit un roman extraordinaire, le numéro 4 ou 5, 3, Charivari à Bucarest. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous accorder cette entrevue qui est faite en coopération avec Ora Românească, qui est une émission de radio communautaire pour la communauté roumaine de Montréal. Bonjour Sylvain, bună ziua. Bună ziua, Adrian. Alors, nous allons commencer en rafale nos questions. Donc, le roman Charivari à Bucarest se distingue dans l'univers du roman policier classique par ce personnage pittoresque. Les descriptions sont savoureuses et forcent le lecteur à se créer une galerie d'images mentales assez inusitée. Et certains personnages frôlent le clownesque. Quels traits physionomiques ou caractériels des gens rencontrés dans la Roumanie post-communiste qui vous ont inspiré dans la construction de vos personnages? Merci pour cette question. Alors, elle est très intéressante parce que les personnages occupent une place assez essentielle dans mon travail. Et vous dites clownesques, ils sont parfois même un peu caricaturaux. Hein. C'est vraiment des personnages dressés à grands traits et effectivement à travers lesquels j'aime à parler de certaines figures post-communistes qu'on peut voir, alors notamment les nouveaux riches. J'en ai quelques-uns dans mon nouvel ouvrage. Parvenus, là. Des parvenus que j'aime bien un petit peu épingler et un petit peu, sous une certaine forme, peut-être dénoncer, mais bon, c'est pas vraiment mon travail non plus. Surtout en rire, quoi, les tourner un peu en dérision. Et dans cet ouvrage-là, j'ai aussi apprécié faire appel à la caricature du petit malfrat avec les bijoux en or et les cheveux gominés, comme ça qu'on peut voir aussi dans cette espèce de marché noir de la drogue ou des choses comme ça. Mais bon, mais ce qui a été, les personnages qui m'ont paru les plus importants dans cet ouvrage, c'était les personnes qui ont déjà un certain âge, qui en 89 étaient peut-être dans la rue, ils étaient jeunes et aujourd'hui ils sont un peu moins jeunes, mais ils ont gardé un esprit un peu rebelle. Et une des personnalités qui m'a beaucoup inspiré, c'était Andrei Voiculescu, qui est dans mon second ouvrage. Mais cette fois, il est plutôt en filigrane, ou même des gens comme Andrei Partosh. Vous savez, ce genre d'esprit très jeune, alors qu'aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans. Et dans ce dernier ouvrage, je voulais un peu leur rendre hommage à cette génération-là, qui était très porteuse d'espoir à la fin des années 80, au début des années 90, mais qui n'ont pas forcément baissé les bras non plus, et qui ont gardé un sens de l'humour et de la dérision que j'aime beaucoup. Bon, mais alors, on est rendu à connaître un petit peu en arrière, mais tout ça, c'est dans une langue extraordinaire, qui est le français. Mais au niveau de la langue, nous retrouvons dans votre roman l'utilisation d'un certain vocabulaire, des expressions, des clichés verbaux, du jargon, de l'argot, typiquement roumain, traduit, mais avec la saveur à la française. Mais on peut, comme lecteur, retrouver le tout, le lecteur roumain. Le secret du comment vous avez réussi cette immersion dans une langue apprise sur le tard. 25 ans, il y a 25 ans, mais quand même, sentir toutes les méandres de cette langue et réussir à rendre. Sans doute parce que je l'ai apprise tard et que j'étais très conscient de cet apprentissage. Donc j'ai toujours et encore aujourd'hui, une certaine forme de recul sur la langue roumaine. Et une des choses que j'apprécie beaucoup, c'est son côté extrêmement créatif et malléable. Il y a une grande créativité linguistique dans sa forme comme dans son fond, sur sa prononciation. Alors, vous avez peut-être plus tendance, vous, à les considérer comme des formes de régionalisme. Moi, je les considère plutôt comme un jeu musical. Et effectivement, quand j'écris en français, je me suis amusé à triturer la langue française comme si c'était du roumain et à provoquer un peu cette langue qui est pourtant, à mes yeux et à mes oreilles, beaucoup plus normative. Habituellement, le français est très contraignant, et surtout que c'est ma langue maternelle, donc je sais à quel point elle peut être, comment dire, un petit peu dur comme ça. Et alors que le roumain a cette souplesse qui me plaît beaucoup. Et je suis ravi que vous ayez perçu ça dans mon écriture en français parce que c'était vraiment une de mes ambitions,
de pousser un peu cette langue. En France, il y a certains auteurs qui le font et qui n'étaient pas forcément roumanophones, mais quelqu'un comme Frédéric Dard dans ses San Antonio, à mes yeux, il arrivait aussi à le faire, donc je m'en suis aussi beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup aidé à m'affranchir d'une certaine norme très rigide de la langue française. Ouais. Mais grâce à l'apprentissage du roumain, j'ai, à mon sens, réussi à dépasser ça. Oui, c'est pas sans remarquer que les phrases sont parfois très longues, parfois courtes, parfois remplies d'un flux de constructions verbales de la typologie pour chaque personnage. Donc, vous en avez choisi un langage typique par personnage, donc qui crée une unité assez linguistique, assez riche. Et pensez-vous que les personnages se trahissent ou se définissent par ce style linguistique? Je pense qu'ils se définissent. Moi, je suis assez convaincu que la façon dont une personne parle reflète plus ce qu'elle est que la façon dont elle s'habille. Et qu'on ne peut pas le déguiser, ça. Et ce que je trouve, et ça me fait plaisir que vous l'ayez remarqué, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que mes lecteurs, en lisant une phrase dans un dialogue, arrivent à reconnaître le personnage, même si moi, je n'ai pas pris la peine de lui dire qui vient de parler. Et ça marche, a priori, puisque la façon dont chacun a été déterminé dans son discours fait qu'on le reconnaît. C'est ce qui donnera la couleur du personnage. Et c'est effectivement très important pour moi, et je travaille énormément mes dialogues, beaucoup plus que la description. Si vous l'avez observé, je rentre très peu dans les détails vestimentaires, ou je laisse là vraiment libre cours à l'imagination du lecteur. En revanche, dans les dialogues, c'est là où je veux vraiment donner la note, la note musicale, quoi, la vraie mélodie de la voix de chacun. C'est très bien rendu. Merci. Et vous en avez dans la construction du roman, il y a un va-et-vient historique. Du présent au passé, d'un passé inventé ou d'un passé récréé. Et ça reflète un peu l'histoire sociopolitique et socio-économique de la Roumanie, que vous n'avez pas connue il y a 25 ans, mais que vous rendez très bien. Le tableau est extrêmement bien. Et vous réussissez, pour le lecteur qui n'est pas tout à fait familier avec cette réalité historique roumaine, vous réussissez à rendre cet élément d'atmosphère, d'histoire. Et vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, de rebâtir des documents d'époque, de tristes époques communistes, que vous avez réussi à insérer les personnages dans cet univers-là. Alors, comment vous avez fait ça? Excellente question. Alors, c'est pas en les vivant, comme vous l'avez remarqué. Je suis né en France. Hein, j'ai découvert la Roumanie en 99, donc autant vous dire que toute cette problématique communiste, elle était très nouvelle pour moi. Mais j'ai fait beaucoup de recherches, vraiment, un travail de recherche historique, parce que je me suis très vite rendu compte que pour comprendre la société contemporaine en Roumanie, c'est impossible de le faire si on ne se penche pas sur ce qui s'est passé au cours de ces 40 et quelques années, presque 50 de communisme, qui a vraiment imprégné, marqué les mentalités, mais même l'espace, l'architecture, la façon dont les gens conçoivent le monde, quoi. Et donc je suis allé vraiment dans des recherches assez profondes, et j'ai notamment consulté beaucoup d'archives de la Securitate, puisque je pense que c'est à ça vous faites référence, qui sont aussi pour moi à la fois une source d'information historique, mais aussi une source d'inspiration, puisque ça paraît peut-être un petit peu bizarre de dire ça, parce que pour beaucoup de Roumains, c'est pas forcément des supports de création. Pour moi, ça l'est, puisque je les vois vraiment avec recul. Avec une distance. Avec beaucoup de distance, et je les prends tels qu'ils sont. Et puis, ils me permettent aussi d'aborder la problématique du vrai et du faux, qui est au fond, quand on est romancier, c'est ce qu'on fait en permanence, et de découvrir qu'à travers ce support-là, on peut jouer avec ça, entre les vérités et les mensonges qu'arrivaient à entretenir la Securitate, leurs agents, y compris en mettant en place des mystifications, puisque j'ai pu le voir aussi, la Securitate était capable de créer des mystifications dans lesquelles elle-même, elle se prenait les pieds parce qu'elle se rappelait plus que si c'était vrai, si c'était faux. Ce qui est assez fascinant quand on est romancier, puisque c'est ce qu'on fait nous, hein, on crée du mensonge en espérant que les gens vont le croire. Et je trouve que ça permet aussi, en présentant de façon assez authentique, parce que c'est vraiment une intention chez moi, et j'ai même demandé à des amis historiens spécialistes de l'histoire du communisme de vérifier si c'était bon. Les documents sont des vrais faux archives, pour plonger un peu le lecteur dans cette époque, comme s'il lisait des vraies archives. Et je trouve que l'effet fonctionne et trouble le lecteur. Mais écoutez,
On a parlé de la langue, on a parlé de la structure du roman. Maintenant, on va parler en roumain. Ok. Alors, c'est ça qu'on va faire. Alors, la parole est à Adrian Ardelean, qui est journaliste à Ora Românească et qui vient, comme moi d'ailleurs, de la même région de où vous avez appris la langue, la Transilvanie. Adrian? Mulțumesc, Isabel, și voi profita de faptul că Silvan cunoaște foarte bine limba română pentru a purta dialogul în română. Franceza mea nu este atât de bună încât să vorbim în franceză. Prefer limba română. După primul dialog pe care l-am avut prin telefon, am devenit curios și am căutat primele tale 2 romane din acest ciclu. Le-am găsit în România, le-am achiziționat, le-am și citit, o să te rog să-mi dai și un autograf. Și aș vrea să, cu atât mai mult, repet o întrebare pe care ți-am adresat-o și în precedentul interviu. Pe când traducerea în română a acestei cărți, cea de-a 3-a din ciclu, nu spun ultima, Charivari Bucharest, pe când traducerea în română pentru că merită? Păi atunci am o veste bună pentru tine. Am semnat în timpul verii contractul cu editorul meu din România și cartea va apărea în iunie-iulie. Da, cam când mă duc eu în concediu. Va fi tot tradusă, da, exact. În principiu o vei prinde dacă te duci în vara. Da. Mă bucur să aud asta și pentru mine personal și pentru cititorii români. Și tot va fi tradus de Delia Tuică, țin să o pomenesc, care a tradus deja primele 2 cu brio și m-am bucurat foarte mult că și ea va traduce a 3-a. Dincolo de asta v-aș întreba cum a fost cartea primită, această a 3-a, Charivari a Bucharest, cum a fost primită de către public, atât de publicul francez sau francofon, cât și eventual de publicul român care a citit-o deocamdată în varianta în franceză. Cum a fost primită cartea? E greu să fac diferență, că cei care s-au pronunțat nu mi-au spus dacă erau francezi sau români, dar deocamdată a fost primită destul de bine. Am avut acum 2 săptămâni un articol, o recenzie excelentă pe un site care se numește Le Monde du Polar și nu mă așteptam în viața mea să citesc ceva atât de dezvoltat și de încântat despre cartea mea. Persoana respectivă a citit-o în mod detaliat, a găsit, a desfăcut toate șmecheriile mele, deci extraordinar, m-am bucurat foarte mult și au apărut și mai multe. Deci da, deocamdată e foarte bine primită, mai ales că e cu mult umor și cred că și asta face farmecul. Fără discuție, fără discuție, da. Acum o întrebare care e un pic mai macabră, nu e cu neapărat atât de mult umor. În volumul 2 ai omorât-o, literar vorbind, pe doamna Vâlsan, una dintre personajele, dintre eroinele primelor 2 volume. Mie îmi plăcea să văd ce mai zice, ce mai face, cum mai acționează și asta în al 3-lea roman n-am să mai am ocazia pentru că ai ucis-o. Și poate că m-am îndrăgostit de ea pentru că era și ea ziaristă, sau fusese ziaristă ca și mine. Nu neapărat pentru că a fost și turnătoare la securitate, că eu n-am fost. Dar de ce ai omorât-o? Pare foarte rău, n-am știut că te-ai atașat atât de mult de ea. În primul rând era deja în vârstă și aveam nevoie de cineva care trebuia să moare. Și ea avea și o altă problemă, și că am băgat nasul unde nu-i fierbea oală. Și mi s-a părut haios să moară, dat fiindcă și-a băgat chiar nasul într-o oală, care i-a fost fatală, știi? Deci nu numai la figurat, ci și la propriu. Și la propriu, dar deocamdată nu știu dacă unii s-au prins de jocul ăsta de cuvinte pe care l-am făcut, că, într-adevăr, moare dat fiindcă a atins o oală otrăvită și i-a fost fatală. Dar și mie mi-a fost drag, adică chiar era simpatică la urma urmei, că la început era destul de, mă rog, nu era o persoană foarte drăguță, dar încet parcurs, devine, da. Sincere condolențe. Da, o să-mi treacă, o să supraviețuiesc. Este evident că numărătoarea 1, 2, 3, deci cele 3 cărți, Balamuc la București, Țapii Spășitori și Charivari, cum traducem? Mișmaș la București. Deci după 1, 2, 3 în algebra, cred că vine 4. Eu sunt convins că și aici va urma o a 4-a carte și n-am să te întreb cu ce și despre ce, ca să nu desconspirăm secretul prea devreme, dar te întreb cam pe când să așteptăm a 4-a carte din ciclu. Deci există o carte care de fapt e un fel de 3 bis pe care tocmai am terminat-o.
Nu mă vești bune. Ai văzut? Nu vin degeaba la Montreal. Și o să fie un fel de bonus cu personajele secundare, nu cu doamna Vaslan, din păcate, dar cu alții, care va veni în plus. Am rămas cu material fotografic și vreau neapărat să-l folosesc și sper că o să apare la anul. În schimb, față de continuitatea poveștii cu personajele mele, vor fi alte volume, cred, dar nu cred că se va mai desfășura la București. Am impresia că s-a cam epuizat. Și multă acțiune. Ducem la Cluj. Nu știu încă unde, mă tot gândesc. Mai degrabă la Paris. Dar nu știu, nu vă pot spune mai mult. Dar despre volumul care este gata și terminat, s-ar putea să vă placă. E chiar vine ca să închidem ciclul ăsta de București. Deci nu va fi 4, va fi 3 bis. 3 bis. Și va încheia ciclul de la București. Da. Bun. Și ultima întrebare și poate cea mai ciudată din întrebările mele. Ai redat foarte bine epoca Ceaușescu, cu toate că nu ești român, n-ai trăit acolo, dar ai redat-o foarte bine în cele mai veridice culori, cu personajele, cu limba, cu trăirile, cu redactarea acelor documente din arhivele securității, chiar dacă erau imaginate de tine, dar erau scrise exact cum se scriau acele documente. Așa că nu pot să mă abțin să pun această ultimă întrebare. Ești sigur că n-ai trăit o viață anterioară în perioada Ceaușescu și că eventual ai avut probleme cu securitatea? Nu știu. Cine știe, poate. E într-adevăr destul de fenomenal modul în care m-a atras perioada respectivă, necesitatea pe care am simțit-o să o înțeleg. Să o redau, da. Să intru și să citesc nu știu câte cărți despre perioada respectivă, să înțeleg cum era viața de atunci. Într-adevăr am o fascinație, dar n-am nicio nostalgie, să fim clar. Nu. Nici noi. Deci niciun regret că a dispărut. Nu. Dar preferăm să citim cu zâmbetul pe buze cărțile. Da, dacă să răspund, poate că am un răspuns. De ce? Eu m-am îndrăgostit de cineva de acolo. O fată care când m-am întâlnit cu ea avea deja 19 ani. Dar o parte din viața ei mi-a scăpat și exact perioada asta de copilărie. Și undeva încerc să recompun partea asta din viața ei care îmi lipsește cumva. Și încerc să înțeleg cum a crescut, unde a crescut, care era atmosfera, mirosurile, cum trăiau părinții, bunicii, care a fost traiectoria. Ea mi-a putut povesti și viața ei, dar îmi trebuia și decorul, contextul. Poate că m-am dus foarte departe, dar asta este un element de răspuns, cred. Dar e evident că ai reușit să te documentezi bine și să redai foarte bine acea perioadă. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc pentru disponibilitatea de a purta acest dialog și mulțumesc și lui Isabel că mi-a facilitat să te cunosc și să stăm de vorbă. Și așteptăm traducerea cărții Șarivaria București și următoarele. Mulțumim în același timp și editurii Lafon, care ne-a adus România aici. Vă mulțumim pentru acest timp și eu pot să vorbesc în românește. Alors, on remercie l'édition Lafon pour ce cadeau magique. C'est rare qu'on trouve un auteur qui parle roumain et qui parle français, qui n'est pas roumain. Alors, on est très touchés et on vous remercie. Maintenant, on va vous laisser signer les autographes à tous les lecteurs qui vous attendent en bas. Merci vraiment beaucoup pour cet accueil et puis cet entretien. C'est toujours un plaisir. Par téléphone, c'est déjà très agréable. Les deux visus, c'est du pur bonheur. Mais c'est bien gentil. Merci. Bienvenue encore à Montréal. Il en reste deux. Și bineînțeles că vreau și eu autograf. Da, găsim un moment.